Bonjour à tous, ça fait plaisir de se trouver là. Je remercie Benjamin de m'avoir fait l'honneur de présenter, d'animer cette table ronde sur travailler moins, travailler mieux, travailler tous. Le thème est très intéressant et je suis entourée de 7 éminentes spécialistes de la question qui vont nous expliquer, nous donner des précisions sur ce thème et nous donner leur point de vue sur ce thème. Alors pour commencer, on va commencer avec Madame Flora Baumelin. Vous êtes directrice d'études de l'expertise corporate et climat social à l'IFOP et co-auteur avec Romain Ben-David de « Je t'aime moi non plus, les ambivalences du nouveau rapport au travail » pour la Fondation Jean Jaurès. Et je précise que cette note est accessible sur le site de la Fondation Jean Jaurès si vous voulez aller un peu plus loin. Alors on va commencer avec vous. Comment, selon vous, a évolué récemment le rapport au travail? On parle aujourd'hui d'une approche polycentrique de l'existence. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc c'est vrai que ce qu'on a observé dans la note qu'on a écrite, c'est que le rapport au travail des Français a évolué ces dernières années. Il y a un indicateur qui est particulièrement marquant. On demandait aux Français est-ce que le travail était important ou pas important dans leur vie. Il y a 30 ans, 60% des Français disaient que le travail était très important dans leur vie. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 21%, donc c'est un chiffre qui a été divisé par 3. Ce que ça veut dire, on est sur le très important. Donc ça veut dire que le travail reste important dans la vie des Français, mais avec une intensité moindre. Ce que nous, on interprète comme finalement une place moins centrale du travail dans la vie des Français. C'est-à-dire que finalement, on va privilégier aussi d'autres sphères de sa vie et chercher à rééquilibrer entre le travail et d'autres pans de sa vie. Ça, c'est un premier constat, cette place moins centrale. On a cherché à comprendre pourquoi on avait eu cette évolution. Une première réponse qui est immédiate mais qui est un petit peu en surface, c'est l'effet catalyseur de la crise sanitaire. Ça a été l'occasion pour beaucoup de Français, beaucoup de Françaises d'appuyer sur pause, notamment, alors évidemment tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière dans son rapport au travail. On a eu bien sûr les premières et deuxièmes lignes qui ont été extrêmement mobilisées. Et puis pour d'autres, ça a été aussi l'occasion de finalement d'être un peu à l'arrêt, d'être en chômage partiel ou autre, et de se retrouver avec finalement plus du tout cette occupation centrale dans leur vie, et à chercher aussi peut-être d'autres modes d'existence, d'autres modes de vie, et puis surtout s'interroger finalement sur la place du travail dans leur vie. Donc ça, c'est un premier élément. On voit que la crise sanitaire a été un catalyseur de cette manière de repenser finalement que devait être la place du travail dans la vie. La crise sanitaire, ça a aussi été le déclencheur de télétravail pour les emplois qui le sont, et qui a donc aussi permis de repenser la porosité entre les sphères vie personnelle, vie professionnelle, et essayer de rééquilibrer ces pans-là. Ça, c'est le premier point, mais finalement, il y a quand même pas mal d'éléments qui étaient sous-jacents et qui étaient... finalement, qui explique aussi que le travail soit moins central aujourd'hui dans la vie des Français. Il y a un rapport au travail qui est extrêmement dégradé aujourd'hui. On le voit notamment, il y a 30 ans, c'est 1 Français sur 4 qui s'estimait perdant dans son rapport au travail. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2. Donc, ça veut dire que finalement, la manière dont on travaille, quand je parle de travail, là je parle vraiment d'emploi, parce qu'on a bien dit que le travail avait plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Il y a cette notion que finalement, l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit aujourd'hui est totalement déséquilibré pour en tout cas la moitié des Français, donc ce qui est vraiment une évolution notable. Un autre point qu'on note aussi, c'est une mise à distance finalement du rapport à l'entreprise pour les Français qui vont travailler dans le secteur privé. Il y a 20 ans, en fait, il y avait 40% des Français qui étaient très fiers d'appartenir à leur entreprise. Aujourd'hui, ils sont 20%. Donc c'est pareil, il y a une mise à distance. Encore une fois, c'est sur le très fier, donc c'est sur l'intensité. Mais c'est une mise à distance aussi de l'entreprise. Les carrières aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Peut-être nos parents, nos grands-parents ont pu faire carrière dans une seule entreprise tout au long de leur vie. Aujourd'hui, le travail il est plus fragmenté. On change plus facilement de structure. Il y a un lien à l'entreprise qui est moins marqué. Et puis, il faut aussi voir que le rapport à l'emploi aujourd'hui des gens qui sont
qui sont dans le travail, il a été marqué finalement ces dernières années par de la désindustrialisation, des licenciements économiques, des crises financières. Donc il y a finalement un rapport au travail qui est aussi au travail, à l'emploi et à l'entreprise qui est plus anxiogène et qui est vraiment, qui finalement est décorrélé aussi d'une forme de méritocratie, puisque voilà, quand l'entreprise ferme pour des raisons économiques, mais en fait c'est pas la faute du travailleur de perdre son emploi. Donc ça, c'est des explications un petit peu à plus long terme. Et puis, je ne sais pas en termes horaires, hein, vous me dites... voilà. Il y a une autre explication aussi qui, pour le coup, nous semble assez française. C'est un manque de reconnaissance au travail. Et puis, je voudrais aussi tout de suite revenir sur un espèce de malentendu sur ce chiffre d'une place moins centrale du travail dans la vie des Français. On a beaucoup dit épidémie de flemme, quiet quitting. Enfin voilà, on a beaucoup entendu que les Français étaient devenus paresseux. C'est pas du tout le cas. On en a 77% qui nous disent qu'ils font plus que ce qui est attendu dans leur travail. Donc la question en fait d'aimer son travail et de le faire correctement, elle est pas du tout remise en jeu. En revanche, la majorité de ceux qui nous disent faire plus qu'attendu dans leur travail, ils nous disent aussi que leur manager ne le remarque pas. Donc ça n'est pas reconnu. Et c'est ce manque de reconnaissance, et on a des comparatifs notamment avec d'autres pays, où on voit que ce n'est pas du tout aussi flagrant. Ce manque de reconnaissance, il est très français. On a du mal à faire du feedback, et notamment du feedback positif. Et ça, c'est quelque chose qui pèse aussi beaucoup dans le rapport au travail aujourd'hui. Comment avoir envie de continuer à travailler, à s'investir dans l'entreprise s'il n'y a pas de reconnaissance de ce qui est fait. Quand je dis reconnaissance, c'est à la fois une reconnaissance salariale au point de vue de la rémunération, mais aussi plus dans la reconnaissance, on va dire, interpersonnelle du travail bien fait et réalisé. Ça, c'est un petit peu tous les points que je voulais aborder. Et puis un autre point aussi sur cette évolution du rapport au travail. Ce qui nous a marqué aussi, c'est quelque chose d'un peu plus qualitatif, mais de se dire que finalement, les aspirations traditionnelles, en tout cas les symboles de réussite traditionnels, ils sont un peu en train de s'effriter en fait. C'est plus du tout aussi fort qu'avant. Alors je m'explique, ça touche plusieurs dimensions, à la fois le temps de travail, l'espace de travail et puis aussi le rapport à la hiérarchie. En termes de temps de travail, voilà, on a en tête le travailler plus pour gagner plus sarkozyste, l'homme pressé de Noir Désir. Bon, il y a eu pendant longtemps cette image que quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui s'inverse complètement. Alors, je vais vous reciter un autre chiffre qui est aussi assez marquant, si je le retrouve. En 2008, on avait 62% des Français qui préféraient gagner plus d'argent mais avoir moins de temps libre. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est 61% des Français qui préfèrent gagner moins d'argent mais avoir plus de temps libre. Donc quand je dis que le rapport au travail s'est vraiment inversé et la place du travail dans la vie des Français s'est inversée, c'est vraiment là-dessus que je veux insister. C'est vraiment sur cette place moins centrale et en tout cas du temps qu'on y consacre. Voilà, donc ça c'est notre dimension sur le temps de travail. Et puis il y a aussi un rapport à l'espace de travail qui est différent. On a parlé du télétravail, donc le télétravail qui rentre dans le domicile, mais ça fait évoluer les choses, c'est-à-dire que dans les symboles de réussite traditionnels dans le travail, on va dire dans les milieux plutôt cadres et dans les emplois de bureau, l'image c'était il fallait avoir le plus beau bureau, le corner office, celui qui est au coin de l'immeuble, etc., qui est valorisé socialement. Aujourd'hui, ce qui est recherché, notamment par les personnes qui ont des emplois télétravaillables, c'est plutôt justement d'avoir accès au télétravail, le nombre de jours souhaités par semaine, et puis avec la flexibilité souhaitée. Donc il y a aussi cette notion de se dire, finalement, le travail, avant, il était valorisé dans l'espace du bureau, et finalement, aujourd'hui, plus du tout. C'est plus du tout quelque chose qui est attendu. Et puis enfin, le dernier point, c'est le rapport à la hiérarchie. Il y avait cette volonté, en tout cas cette recherche d'un statut social par le travail, par l'encadrement de gens, de dire j'encadre des équipes, alors voilà, je suis valorisée socialement. Aujourd'hui, c'est plus tant le cas, c'est plus du tout automatique. On voit que les jeunes travailleurs, quand on leur demande s'ils souhaitent encadrer des équipes, finalement, c'est plus du tout automatique. Ça ne veut pas dire que c'est
quelque chose qui est rejeté, mais ça veut dire que c'est plus ce qui est souhaité. Donc cette verticalité en fait du rapport à l'entreprise, enfin, ce lien de subordination qu'on évoquait plus tôt, il est aussi lui désacralisé et plus du tout souhaité et plus du tout vu comme un symbole de réussite dans l'entreprise et dans la vie professionnelle. Donc ouais, pour conclure, je voudrais vraiment juste qu'on se rappelle qu'il n'y ait pas de malentendu. La place du travail aujourd'hui, elle est moins centrale dans la vie française, mais c'est pas une épidémie de flemme comme on a dit. C'est un rééquilibrage entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit du travail. Et c'est cette recherche d'équilibre, je crois, qu'on doit poursuivre tous. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Annick Schott, qui est maître de conférence. Ah. C'est vous ? Bon. Ok. Donc Valérie Labattu. Donc vous êtes responsable syndicale à la CGT Inspection du Travail. Et vous connaissez très bien les problématiques du salariat sur les territoires. La question qu'on va vous poser, dans le contexte de la réforme des retraites, comment gagner en temps libre en travaillant moins peut permettre une amélioration du travail lui-même et de retrouver tout le sens de son travail ? Bon, alors, effectivement, le thème de cette table ronde, travailler moins, mieux et tous, effectivement, il est très actuel, comme vous l'avez dit, en lien avec les débats médiatiques qui ont eu lieu à l'occasion de la réforme des retraites. C'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît. Il est vrai que depuis le milieu du 19e siècle, le temps de travail a tendanciellement diminué jusqu'au début des années 2000. Depuis la première loi sur le travail des enfants, la limitation du travail des enfants dans les manufactures en 1841, qui faisait suite à un rapport d'un médecin qui alertait sur l'état de dégradation morale et physique des ouvriers dans les manufactures et sur l'alerte également donnée par des généraux qui ne trouvaient plus de conscrits pour aller faire la guerre, jusque, nous savons, les 35 heures à l'aube des années 2000, en passant bien sûr par le Front populaire, donc la semaine de 40 heures, les premiers congés payés, etc. Ces conquis sociaux en matière de réduction du temps de travail sont cependant menacés par les politiques néolibérales mises en œuvre ces dernières années. On pense effectivement au travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy en 2007, au report de l'âge légal de départ à la retraite en 2010 à 62 ans et récemment par un projet non voté au Parlement à 64 ans, mais également aux différents assouplissements qui ont été introduits depuis 2008 et qui font que la durée moyenne du travail en France finalement est supérieure à 35 heures. Plus précisément, ce qui s'est passé en matière de durée du travail, c'est que de nombreux domaines qui relevaient avant de l'ordre public social, c'est-à-dire ce socle de garantie collective qui n'était pas négociable, ont été transférés à la négociation collective. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il est possible, depuis la loi El Khomri de 2016, de baisser le taux de majoration des heures supplémentaires à 10% contre 25% prévu par le Code du travail pour les 8 premières heures supplémentaires. De même, depuis la loi Fillon de 2008, il est possible de négocier par accord d'entreprise le contingent annuel d'heures supplémentaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'on est face à une double remise en cause. Une remise en cause du principe de faveur, qui fait qu'avant, nécessairement, les accords devaient être plus favorables que la loi. En gros, il y avait un ordre public auquel on ne pouvait pas déroger, et une remise en cause de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui, en matière de durée du travail, de négocier au niveau de l'entreprise des dispositions moins favorables que celles qui seraient négociées au niveau de la branche. Donc ça, c'est une évolution qui est importante et qui nous montre surtout que la tendance historique à la réduction du temps de travail est sans cesse menacée par les offensives patronales et par les contre-réformes néolibérales qui en sont le relais. Alors, depuis une vingtaine d'années, les entreprises ont développé des organisations du travail de plus en plus flexibles qui visent finalement à optimiser les horaires de travail et à adapter la masse salariale à l'activité, quasiment en temps réel. Alors, cette recherche de flexibilité, comment se traduit-elle ? Elle se traduit déjà, par les fameux dispositifs de modulation
du temps de travail, notamment l'annualisation, ou même pire, sur une période supérieure à l'année, qui peut aller jusqu'à 3 ans, qui permet à l'entreprise de s'adapter aux pics et aux creux d'activité. Elle se traduit par un recours accru aux heures supplémentaires et à la polyvalence. Elle se traduit également, mais je pense que Daniel Linhart en parlera, par la dictature du changement organisationnel permanent. Il faut sans cesse s'adapter aux nouvelles organisations. Mais elle se traduit aussi sur le champ de l'emploi par le recours aux contrats précaires, aux contrats de travail temporaire, aux CDD et à la sous-traitance. Autant de moyens, je l'ai dit, de s'adapter aux fluctuations du marché, et pour ce qui concerne la sous-traitance aussi, d'externaliser le risque, notamment le risque lié aux accidents du travail, sur lesquels je reviendrai. Alors, que montre également, par ailleurs, l'observation du travail réel? Elle montre une intensification croissante du travail, qui dégrade mécaniquement les conditions de travail et qui a une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs. Pour ce qui est des conditions de travail, la France se situe parmi les 36 pays européens en queue de peloton, puisqu'elle est, avec la Pologne et la Slovaquie, elle figure dans la proportion de travailleurs qui ont les moins bonnes conditions de travail. Pour ce qui concerne les accidents du travail, c'est la même chose. On a chuté dans les profondeurs du classement européen avec 2 morts par jour et plus de 645 accidents du travail mortels en 2021. Pour ce qui concerne les maladies professionnelles, on a également une explosion à la fois des maladies déclarées, 50 000 tous les ans, mais aussi des maladies à caractère professionnel qui ne sont pas proprement reconnues comme des maladies professionnelles. Notamment, une récente enquête de Santé publique France montre une explosion des troubles musculo-squelettiques et des risques liés à la souffrance psychique. Parallèlement à ça, excusez-moi, toutes ces évolutions, qu'elles soient dues à l'intensification du travail ou à la recherche permanente de flexibilité, elles ont des conséquences humaines totalement ravageuses. Je vous donne juste quelques chiffres. 27% des salariés à temps partiel souhaiteraient travailler plus. La précarité du travail a été multipliée par 2 en 40 ans. 15% des emplois salariés sont des emplois précaires et 85% des nouvelles embauches hors intérim se font en contrat court. Ces évolutions, elles favorisent également les inégalités femmes-hommes, puisque, comme vous devez le savoir, la différence des temps de travail entre les hommes et les femmes est la première cause des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, écarts qui se retrouvent bien évidemment sur le niveau des pensions. On sait que plus d'1 femme sur 4 travaille à temps partiel contre moins d'1 homme sur 10. Il y a plus de 7 points d'écart entre le taux d'activité des femmes et celui des hommes. Attendez, il ne faut pas que je me perde dans mes notes. Oui, alors vous m'interrogez sur la question des retraites, effectivement, qui est d'actualité. Donc, la bataille des retraites, finalement, elle a reposé dans le débat public la question du partage du temps de travail. Dans un contexte de sous-emploi structurel, poursuivre les politiques austéritaires qui sont menées actuellement, s'attaquer encore et toujours aux protections sociales, et aux travailleurs et à leurs droits. Augmenter la durée du travail revient finalement à faire basculer des milliers de travailleurs dans le chômage et la précarité. Et la bataille des retraites, elle a également reposé la question du droit au repos, et au repos en bonne santé après une vie de labeur. Ça a été dit, redit, il y a une espérance de vie, une différence d'espérance de vie de 7 ans entre un ouvrier et un cadre. Et quand on parle de l'expérience de vie en bonne santé, l'écart augmente encore puisqu'on est sur une différence d'espérance de vie en bonne santé de 10 ans. C'est dire le caractère profondément idéologique et profondément indécent d'un certain discours sur la valeur travail. Cette rhétorique qu'on pourrait dire culpabilisante a finalement un objectif assez simple qui consiste à masquer les véritables enjeux liés à la question du travail et à ses conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs dans les entreprises. Et le paradoxe, et non des moindres, est que ce discours sur la valeur travail, il est souvent tenu par les personnes qui ont finalement les conditions de travail les plus simples. En réalité, le travail n'a aucune valeur anthropologique, et la question du temps de travail sur les différents âges de la vie, elle renvoie exclusivement à des choix politiques, à l'idée qu'on se fait de l'homme et de la société. Que constate-t-on? On produit toujours plus avec toujours moins de travail humain. Mais ces gains de productivité ne profitent pas à tous. Ils profitent à une minorité de personnes. Travailler moins, mieux et tous.
Ces trois questions sont en réalité intimement liées. Il nous faut pouvoir travailler moins pour travailler mieux et pour travailler tous, partir à la retraite plus tôt pour permettre aux jeunes de rentrer plus vite sur le marché du travail, pour permettre aux seniors de partir plus tôt à la retraite avant de basculer dans le chômage ou la précarité, ou dans l'incapacité, comme je l'ai dit, réduire le temps de travail hebdomadaire pour en finir avec les temps partiels subis et avec le chômage de masse. Travailler mieux enfin pour pouvoir profiter de sa retraite en bonne santé. C'est pourquoi mon syndicat, parce que moi ici je m'exprime au nom de la CGT de l'inspection du travail, revendique effectivement la réduction du temps de travail sur tous les âges de la vie, le passage à 32 heures, à la semaine de 32 heures, et le retour à la retraite à 60 ans. Partager le travail, c'est réaffirmer que le droit à la récupération et au repos est un droit fondamental qui préserve la sécurité au travail et permet de prévenir l'épuisement physique et psychologique des travailleurs. Partager le travail, c'est aussi réduire la précarité et les inégalités dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est également anticiper l'impact des nouvelles technologies en cours et à venir, et c'est concilier, bien sûr, permettre une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, et ça a été dit par rapport à l'étude à laquelle vous avez fait référence. Enfin, partager le travail, en réduisant la productivité par tête, permet de booster la croissance et l'emploi. C'est ce qu'a montré la période de Jospin, où selon l'INSEE, plus de 350 000 emplois directs ont été créés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, Annick Schott, c'est à vous. Vous êtes maître de conférence sur les sujets de l'information, de la connaissance et de l'innovation numérique. Vous travaillez sur le rôle de l'habitus des dirigeants de PME dans la conduite de leurs entreprises. Et vous êtes autrice d'une note dont le titre nous m'a interpellée, « Pilotage des ressources humaines en entreprise, loin des motels pour ne plus tarir les hommes au travail ». Oui. Alors, du point de vue des employeurs, et plus particulièrement des PME, qui sont l'objet de vos travaux, peut-on considérer qu'il y a un nouveau modèle de responsabilité sociale et de vision du travail pour les entreprises, et lequel ? Alors, ça va dépendre. Donc, je lâche mon papier pour vous répondre. Ça va beaucoup dépendre, comment dirais-je, du socio-éducatif du dirigeant, en fait. Il y en a qui ne sont absolument pas pour la financiarisation de quoi que ce soit. Qui même à la fin de leur, quand ils approchent la retraite, souhaiteraient que les salariés reprennent ça sous forme de scope. Donc on a vraiment toutes choses confondues. Alors ça ne veut pas dire que la PME c'est l'Eldorado, c'est magnifique. Ça c'est des dirigeants que j'ai rencontrés. Il y en a d'autres, ils ne sont pas du tout dans cette voie-là. Malgré qu'on se trouve dans le domaine de la construction, par exemple, ou dans un monde chantier, on est toujours en coactivité. On travaille les uns pour les autres et les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire que ça soit la même chose pour le dirigeant du tout, qui, lui, préfère la promotion immobilière avec tout ce que ça comporte et n'est pas du tout dans ce modèle-là. Donc, on a vraiment toutes sortes on n'a pas de profil type. On a des gens passionnants. Je pense à justement le dirigeant là, qui voulait que ça soit une scope, son entreprise. En fait, son fils a repris, donc ça n'est pas devenu une scope, mais ils sont tout le temps dans la même philosophie. Ce dirigeant, quand il a divorcé, il s'est mis à justement à aller dans ce que l'éducation populaire, dans les universités populaires, pour écouter des personnes qui parlaient de philosophie, d'économie, de sociologie. Ça l'a beaucoup inspiré. Et le lundi matin, à la réunion avec tous ces salariés, à l'époque c'était une petite PME, aujourd'hui c'est une grosse PME, donc à l'époque de la réunion avec tous les personnels, il parlait de ce qu'il avait compris et de comment ça pouvait infuser dans son entreprise. Aujourd'hui, il a laissé son entreprise à son fils depuis 10 ans, qui a la même philosophie, le même socio-éducatif. Et aujourd'hui, cet homme me dit, il a écrit sous mon impulsion un ouvrage qui s'appelle Réveillons-nous.
Et puis il m'a dit, là, dernièrement, ce que j'ai fait il y a 10 ans, bon, finalement, c'était nul, parce que j'étais trop dans l'anthropocène. Et il ne faut pas être dans l'anthropocène. L'important, c'est le vivant, on fait partie du vivant, et on n'est rien sans le vivant. Donc il faudrait qu'on soit dans l'environnementocène. Et voilà, et c'est des gens comme ça qui infusent des choses intéressantes dans certaines entreprises. Maintenant, vous avez remarqué, je fais partie d'un laboratoire, enfin d'un axe d'un laboratoire qui s'occupe du numérique. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est... donc, je me passe de mon PowerPoint, mais je voulais vous donner quelques éléments sur la distribution du temps, travail hors travail, à l'heure du numérique. Et à l'heure du numérique, on voit que le numérique, enfin, avant on disait ça, les technologies de l'information et de la communication, hein. Bon, maintenant on dit le numérique. On voit que ça intensifie le travail et ça multiplie les durées d'activité de production. Donc parce que le salarié reste joignable tout le temps. Donc comme il reste joignable tout le temps, il n'a même plus le temps de se concentrer, de réfléchir et surtout de communiquer avec les autres. Donc on est sur un empêchement, en fait. Un empêchement de s'épanouir au travail, tout simplement. Et certains observateurs considèrent qu'au rythme actuel, un travailleur sur 20, voire un travailleur sur 10, sera victime d'une forme d'invalidité avant d'être à la retraite, en raison de ces surcharges mentales-là, dues au numérique. Alors, il y a plein de statistiques que je ne vais peut-être pas vous asséner, mais qui disent que, en fait, sous l'impulsion du numérique, les organisations sont de plus en plus rigides, les marges de manœuvre des salariés de plus en plus réduites, les horaires de travail de plus en plus surveillés et contrôlés, et de plus en plus atypiques. C'est-à-dire l'idée d'un horaire collectif, stable et uniforme, c'est fini. À l'heure du numérique, c'est fini. C'est un horaire qui va être extrêmement individualisé, extrêmement multiforme en fait, extrêmement fractionné. Et finalement, rendre prévisible son hors-temps de travail, ça devient compliqué. Donc on a des horaires atypiques de plus en plus importants. Sur le télétravail, il y a des conséquences qui ont été sympathiques, mais d'autres qui ne sont pas très sympathiques, puisque la CGT, en septembre 2021, a fait une enquête sur le télétravail. Et donc, ça révèle l'augmentation du travail pour 47% des répondants et un surplus d'informations à traiter pour 47% des répondants. Et puis, il y a le cas du burn-out, le nombre de burn-out, justement sur cette période de mai à septembre 21, il a augmenté de 18% pour le mois de mai et ça a bondi à 25% pour le mois de septembre 2021. Donc on voit bien qu'à l'heure du numérique, le temps de travail effectif des salariés est bien supérieur au travail payé, déclaré et prescrit, et rend de plus en plus difficile à prévoir son hors-temps de travail. Ça, c'était pour le numérique. J'en ai d'autres choses. J'ai d'autres choses. J'ai aussi la mesure que peut faire la gestion des ressources humaines ou le management concernant la charge du travail. Cette mesure est ignorée. On ne mesure pas très bien le temps de travail, mais on ne mesure pas tant que ça non plus, et même plus mal encore, la charge de travail. Donc, je vais vous demander de conclure. Alors, pour conclure, c'est dommage parce que il faudrait qu'on aille au dernier, avant qu'on aille le plus loin, à l'avant-dernier. Voilà. Et voilà la conclusion que vous voyez sous vos yeux. Puis finalement, on voit que il y a un chiffre que je ne vous ai pas donné, c'est que la DARES avait fait une enquête en 2010
et a montré que la diminution de la réduction du temps de travail, c'est que de 20 minutes hebdomadairement, c'est juste 20 minutes. Pour les hommes ou pour les femmes. Alors ce que je voulais vous donner, c'est la fin où finalement on rejoint ce que disait tout à l'heure Benoît Hamon, quand il parlait de... Si on veut être complètement libre, il faut être sur aussi des choses qui soient sur une contribution réciproque et des liens multiformes. Et donc ça suppose une sorte de rente comme un SMIC, garantie à vie, etc., indexée sur les activités et contributions libres et pris sur la valorisation du commun. Et là, on aurait évidemment un temps libre proche de 100%. On peut passer l'autre slide. C'est pour vous remercier. Et l'autre slide en suivant. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Avec les droits d'apparaître, j'ai fait que 8 minutes. Voilà. Merci. Corinne Godard, vous êtes directrice de recherche au CNRS et ergonome, spécialiste du travail et co-autrice de l'ouvrage « Le travail pressé pour une écologie du temps de travail ». Ce terme « travail pressé » m'a interpellée. Je souhaitais vous interroger sur comment le temps et le travail sont-ils aujourd'hui liés et comment articuler les exigences de qualité à la fois du temps et de qualité du travail. En 8 minutes. De préférence. Merci pour m'avoir proposé de participer à cette table ronde. Moi, pour tenter de répondre à votre question, j'ai essayé de prendre au sérieux la question qui était posée à ce colloque, c'est-à-dire quelle nouvelle conquête pour le temps libéré. Et donc, je l'ai reformulée à ma manière en disant comment le temps peut-il se libérer au travail, ce qui est une autre manière de regarder les choses. Et ça implique très certainement de regarder aussi un peu différemment, avec un regard un peu décalé, ce que c'est que le temps de travail, parce qu'effectivement, le temps de travail sont des horaires, des durées, des rythmes, mais le temps de travail se définit aussi par son contenu, et c'est le contenu même de ce temps de travail qui est susceptible de lui attribuer ou de lui donner une qualité ou pas. Donc en fait, l'ouvrage que vous avez cité et que j'ai co-rédigé avec mon collègue Serge Volkov ici présent s'interroge sur les usages du temps de travail et sur les usages des temps au travail. Et on a essayé de le faire en compilant des histoires de terrain qui sont souvent des terrains de recherche, dont on a essayé de tirer un peu des fils conducteurs. Et on va commencer par le côté négatif. Ce qu'on met en avant, c'est que de toutes ces histoires professionnelles dans des milieux professionnels extrêmement différents, publics, privés, industrie, services, etc., se dégage le fait, et ce ne sera pas un scoop pour vous, que depuis plusieurs décennies, il y a une espèce de modèle de la hâte qui s'est mis en place et qui est convoqué comme un outil gestionnaire d'organisation, de conception et d'évaluation du travail. Ce modèle de la hâte, on l'a appelé modèle. Alors, il est structuré sur ce que d'autres collègues comme Askenazi appellent un productivisme réactif, c'est-à-dire comment on se dote de pratiques organisationnelles qui visent à ce que l'outil de production s'adapte à très court terme et soit en capacité de changer à très court terme. Et donc, on laisse le soin à chacun de se charger de cette adaptation au court terme. Ça produit de l'intensification qui est aussi bien documentée, dont l'une des conséquences majeures est quand même des formes d'individualisation au travail, avec souvent des collectifs qui se délitent. Mais on voulait aussi insister sur le fait que c'était un modèle parce qu'il est présenté par la gestion comme étant inévitable, inéluctable et non négociable, et qu'il s'impose à tout le monde et que nous n'avons pas le choix. Alors, et ça, cette idée de modèle, un peu quasiment sous forme d'idéologie, a aussi des dégâts sur notre quotidien et ce que nous fabriquons au quotidien. Et quand on essaye de regarder les choses de manière un peu transversale, on se rend compte que cette intensification du travail, elle se traduit par différentes facettes. On trouve un temps qu'on a qualifié de densifié, d'occupé à plein temps,
pour le dire autrement. C'est un temps assigné aussi, dans le sens où ce modèle impose ce que doit être la qualité du travail, qui est souvent standardisée, et notamment ça apparaît beaucoup dans tous les métiers de relation au service. C'est un temps débordé, hein, mes collègues le disaient, où la question de la disponibilité temporelle est de plus en plus sollicitée dans les métiers. Et c'est aussi un temps enfermé. Alors je ne sais pas s'il faut l'opposer à libéré, mais c'est certainement une autre manière de le dire. Enfermé, mais enfermé dans l'immédiateté du temps, dans le moment présent. Il y a un historien, François Hartog, qui parle de présentisme. C'est l'idée que ça devient de plus en plus difficile de faire appel à son passé, à son expérience passée, ce qui notamment peut fragiliser les plus anciens qui ont aussi beaucoup d'expérience, mais c'est aussi des difficultés à se projeter sur l'après, donc on est en quelque sorte coincé dans le moment présent. Et ça, c'est délétère pour la santé. Il y avait deux psychiatres dans les années 80 qui s'appelaient Sivadon et Fernandez Zaila qui parlaient des maladies du temps. Et c'est vrai que ce qu'on regarde, c'est qu'il y a beaucoup de malades du temps. C'est une autre manière de parler des troubles musculo-squelettiques ou des risques psychosociaux. Mais aussi de toutes les histoires qu'on met en avant se dégage l'idée qu'on n'est pas passif. Alors je dis on parce que je nous implique tous en tant que travailleurs ou travailleuses potentielles, mais voilà, on n'est pas passif, on ne fait pas que subir ce temps contraint, et on passe aussi beaucoup de notre temps au travail à tenter de faire autrement, et on a essayé de dégager dans toutes ces histoires ce qu'on a appelé des temps qui comptent, et qui paraissent essentiels et qui sont ressources de santé quand ils peuvent être mis en œuvre par les personnes. Alors ces temps qui comptent, on a mis en avant le temps pour transmettre. Alors, alors cette question est d'autant plus d'actualité quand on parle d'accueil des nouveaux, de fidélisation dans les métiers, etc. Donc c'est le temps pour transmettre entre des anciens et des nouveaux, mais aussi entre collègues de travail. C'est souvent un temps long. Mais un temps long ne veut pas dire forcément prendre plein de temps pour le faire, mais c'est l'idée d'avoir du temps devant soi pour le faire. Et souvent, ce temps de la transmission, il est rabougri, ou il est complètement évacué des temps de travail. Or, transmettre, apprendre, c'est aussi travailler. Le deuxième temps, c'est le temps pour construire avec les autres, qui est très lié au premier. Et les autres, c'est beaucoup plus vaste que l'idée que peut en donner l'organisation du travail autour de l'équipe de travail. Les autres, c'est les collègues, mais c'est aussi les usagers, les patients, les clients, c'est la hiérarchie. Et cette idée du collectif est souvent aussi amoindrie ou réduite dans des organisations qui sont structurées sur le modèle de la hâte. Et le troisième temps qu'on met en avant, et je vais bientôt m'arrêter là, j'ai encore un peu de temps, chouette. Le temps pour, ce qu'on a mis en avant, c'est le temps pour créer. Alors, mon collègue et moi, on est ergonomes, donc en fait, on passe notre temps sur le terrain à nous rendre compte que nous ne faisons jamais ce qu'on nous demande de faire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si on faisait exactement ce qu'on nous demandait de faire, ça ne fonctionnerait pas bien du tout. Ça veut dire que être créatif, c'est de la créativité ordinaire, c'est trouver des solutions à des problèmes inédits, c'est de trouver de nouvelles manières de faire, mais c'est aussi l'idée que quand on va au boulot, on ne laisse pas ce qu'on est à la porte du bureau ou au vestiaire, on vient avec ce qu'on est, c'est-à-dire son âge, son état de santé, son parcours de vie aussi, pas que le parcours de travail, ses attentes vis-à-vis du travail, et qu'on les investit et que ça colore ce que l'on fait au quotidien. Et donc c'est cette créativité-là qui, quand elle peut s'exprimer, est aussi une ressource de santé. Vous voyez, ce modèle de la hâte, en fait, il affecte ces temps communs, mais il y a toujours des forces de résistance qui se jouent dans les détails pour montrer que nous sommes aussi en capacité de lutter contre ce modèle de la hâte et de faire autrement. On a qualifié les gens qui travaillent au quotidien comme des ingénieurs des temps, c'est-à-dire une activité au quotidien qui consiste à tenter d'agencer les temps, et notamment les temps qui comptent, et ce qui est alors ressource de santé. Je terminerai en disant que ces temps qui comptent, en fait, ne sont pas des temps spécifiques au temps de travail, le temps pour transmettre, le temps pour construire le collectif, le temps pour créer. Mais de fait, c'est parce que ce sont des temps qui dépassent le temps de travail en lui-même. Ils sont aussi essentiels dans la manière de pouvoir les exercer pendant ce temps de travail. Donc la question, c'est de savoir comment chacun peut les rendre visibles, peut les mettre en débat comme pouvant être source de principes d'organisation du travail à côté d'autres temps.
Je vous remercie. Je vais passer la parole à Céline Marty, qui est chercheuse en philosophie du travail, professeure agrégée et spécialiste d'André Gorz, dont on a déjà parlé ce matin, et je pense qu'on va à nouveau en parler tout à l'heure. Et vous êtes notamment autrice de « Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie antiproductiviste ». Alors, à la lumière de vos recherches, on a envie de vous demander comment renouer avec un travail à la fois utile et émancipateur. Merci pour ces questions et merci pour l'invitation. Je voulais revenir sur un temps aussi où toutes ces questions ont été posées, puisque ce projet de réduction du temps de travail et de réorganisation globale de la société autour d'un autre travail peut-être plus émancipateur, plus écologique aussi, était déjà beaucoup discuté dans les années 70. Où ça a été pensé vraiment en articulation entre une certaine gauche antiproductiviste et écologiste aussi. Je vous cite pour exemple le slogan confédéral de la CFDT en 1978, c'était « Travailler moins pour travailler tous et vivre mieux ». Donc on avait déjà ça, les années 70 étaient déjà porteuses de ces idéaux-là, notamment les courants écologistes comme les Amis de la Terre par exemple, ou le PSU, qui était très critique du productivisme. On le retrouvait chez certains intellectuels comme Jacques Ellul, André Gorz ou René Dumont. Et il y avait déjà dans les années 70 tout un débat sur la croissance économique, le développement des forces productives, le contenu de la production, en se demandant ce qui était réellement utile de produire face aux premiers dégâts écologiques dont on avait déjà conscience, notamment la pollution atmosphérique, la transformation de l'urbanisme, le rapport à l'environnement aussi. Et donc, dans les années 70, on parle déjà de sobriété dans la consommation, dans le travail, face au modèle d'opulence du capitalisme. On parle déjà d'économiser des ressources, on parle déjà de produire mieux avec moins. Et donc, dans ce contexte de critique du productivisme, certains proposent déjà de ralentir, de diminuer le temps de travail pour mieux le partager, surtout face au chômage qui augmente. Et par exemple, René Dumont, premier candidat écologiste à la présidentielle de 1974, propose une journée de 4 heures de travail. Donc cette ambition de réduction du temps de travail, elle est déjà là. Certaines entreprises réduisent déjà leurs horaires de travail face à la crise économique et le ralentissement de la demande. Et c'est ce que racontent par exemple des textes parus dans Travailler 2 heures par jour du collectif Adré et qui racontent ce que vivent les gens qui, du jour au lendemain, travaillent beaucoup moins. Face à ce projet, on a déjà les mêmes objections patronales qu'on entendrait aujourd'hui. Elles sont résumées par Gorz dans une interview avec Michel Rolland, donc secrétaire national de la CFDT, et l'interview date de 1979. Et Gorz dit « Du côté patronal, on soulève 3 objections à cette redistribution du travail. Elle ne serait pas réellement créatrice d'emplois. Elle serait ruineuse pour les entreprises, à moins que les salaires ne soient réduits dans les mêmes proportions que les horaires. Et enfin, elle poserait des problèmes d'organisation difficiles à résoudre. » Donc il y a déjà des obstacles qu'on pourrait entendre tels quels aujourd'hui. Pourtant, ont été faits les 39 heures, puis les 35 heures. Malgré tout, pourquoi ce projet dans les années 70 n'a pas réussi à changer nos mentalités et nos pratiques? Je pense qu'il faut se demander quels ont été les obstacles théoriques et pratiques qui ont empêché de tout changer dans les années 70. D'une part, on pourrait dire que c'est la protection sociale fondée sur l'emploi. Dans un contexte en plus d'accélération de la mondialisation qui a mené à délocaliser, à déstructurer l'emploi, le but a été de préserver l'emploi. Et donc de préférer des contrats courts ou précaires plutôt que rien, et de privilégier l'emploi comme une fin en soi plutôt que de réfléchir à ses finalités et à ses conditions. Et donc, toute la réflexion écologiste sur comment satisfaire nos besoins avec le moins de ressources possible et de façon la plus adéquate possible est finalement passée à la trappe avec cette lutte pour sauvegarder l'emploi. Ensuite, on a une valorisation morale du travail, et donc, dont on a déjà parlé ce matin avec cette fameuse valeur travail, qui a valorisé un effort illimité, un engagement social par le travail,
qui a été réduit à l'emploi. Et c'est aussi ça qui empêche de questionner le contenu de l'emploi, ces mauvaises conditions de réalisation, puisqu'on le prend alors comme un problème personnel et moral, et donc ça induit une culpabilité plutôt qu'une prise de conscience collective et politique. Et ça va aussi de pair avec l'individualisation du management à partir des années 80, ce que montrait bien Daniel Linhart. Cette approche moralisatrice empêche de plus un débat politique sur le contenu de la production. Enfin, une autre question qu'on peut aussi se poser, c'est pourquoi cette libération du temps est aussi crainte au niveau collectif, et notamment dans la tête de nos élites. Finalement, pourquoi c'est craint et par qui ? On peut se dire qu'on a peur que les gens se reposent, prennent goût à un rythme de vie plus lent que celui qu'on leur impose, prennent le goût aussi à cette forme d'autogestion du temps sans rendre des comptes. Et donc c'est cette crainte qui empêche d'envisager ce projet-là. Et Egors disait par exemple dans Métamorphose du travail que pour le patronat, accepter d'employer à temps partiel plus de gens qu'il n'en fallait, c'était risquer de se trouver en présence non plus de forces de travail, mais de personnes ayant chacune son individualité et sa vie, et donc difficile à discipliner, coordonner, commander. Et on a peur aussi du temps vide, potentiellement, laissé vacant par la réduction du temps de travail. On a peur de ce que les gens font de leur temps, surtout les classes populaires. Et donc, finalement, on cherche à contrôler leur temps en présupposant qu'ils sont mieux occupés à travailler plutôt qu'à faire des choses qu'on ne contrôlerait pas. Et donc, dans cette perspective-là, je pense qu'il faut réaffirmer le caractère émancipateur d'un projet de libération du temps. Bien sûr, il faut faire attention à la marchandisation du temps libéré, avec toute cette industrie capitaliste des loisirs, de la marchandisation de toutes les activités quotidiennes, y compris domestiques, et donc repenser à un temps libre qui soit un temps hors de la rationalité économique, un temps où on ne consomme pas, mais un temps finalement de lien social, un temps de repos qui soit en dehors de la rationalité économique. Réduire le temps de travail, ça a donc un impact émancipateur et surtout aussi écologique. Et ça, c'est important de le rappeler aujourd'hui. Puisque ça réduit les externalités négatives liées à l'intensité des conditions de travail et de la charge du travail, donc par exemple les burn-out, tous les risques psychosociaux, mais que travailler moins, c'est aussi libérer du temps pour autoproduire, satisfaire nos besoins de façon plus autonome qu'avec une consommation marchande. Par exemple, c'est reprendre le temps de faire soi-même des repas plutôt que de se faire livrer par des travailleurs exploités. C'est d'autant plus urgent de repenser l'organisation du travail qu'on ne sait pas quelles seront les conditions de travail d'ici 20 ans avec le réchauffement climatique. On ne sait pas ce que signifiera travailler d'ici 20 ans. Et donc, peut-être qu'à terme, on pourrait penser un projet de société de sobriété productive, je vous propose ça, où on ferait des choix de production et de consommation qui visent à économiser du travail humain, non pas pour mieux précariser le travail et plus exploiter les gens, mais pour répartir ce travail minimum. Enfin, c'est réellement un projet émancipateur parce que ce rapport existentiel au temps, c'est une condition d'autonomie des individus et des collectifs, puisque ça permet finalement de retrouver de l'autonomie dans son propre emploi du temps, dans la projection dans le futur aussi. C'est aussi lutter contre la rationalité économique qui nous pousse à valoriser la quantité plutôt que la qualité, ce que disait aussi la citation de Marx ce matin. Et donc, c'est valoriser aussi d'autres activités que celles économiques, des activités inutiles, désintéressées, par-delà même leur utilité sociale parfois. Le repos et la paresse ont une valeur en soi, indépendamment de leur utilité sociale potentiellement. Et donc, je pense que toutes ces activités autonomes, hors de la rationalité économique, où on dépense du temps, où on savoure, où on ne cherche pas à économiser du temps, sont des expériences existentielles très importantes et qu'il faut préserver aussi en tant que telles, comme des moyens de résistance aussi à une rationalité économique qui s'étend de plus en plus. Je vous remercie. Sobriété productive, je le note, je garde ça dans mes papiers. Aurélia Andreu, vous êtes co-autrice d'un rapport pour Terra Nova intitulé «
Comment les nouvelles organisations du travail transforment l'entreprise pour un travail hybride socialement responsable. Et ce document est accessible sur le site de Terra Nova pour ceux qui l'intéressent. Vous formulez dans ce document des propositions concrètes pour mettre en œuvre le travail hybride. Vous nous expliquerez peut-être ce que vous entendez par ce terme. Alors nous allons donc aborder les nouvelles modalités récentes du travail, notamment le travail à distance. Quelles sont les conséquences de ce travail à distance sur les conditions de travail, le sens et l'émancipation du travail? Vaste sujet, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé à travailler justement sur cette note sur le télétravail responsable, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ce qui était jusque-là simplement une tendance utilisée de façon quasi perlée est devenu une norme. Mais une norme inégalement gérée par les entreprises et de fait inégalement ressentie par les salariés. Prenons justement ce point de vue. On pourrait croire que le fait de travailler chez soi, ne pas avoir de soucis de transport, le bruit des collègues, le chef sur le dos, pouvait être considéré comme une évolution, voire comme une révolution. C'est tout autre. Et pourquoi? Parce que le cadre, dans sa maison de campagne, il est globalement épanoui, ça, il n'y a aucun souci. Mais la femme qui travaille sur la table du salon et qui devait gérer le travail des enfants et le repas, elle l'était beaucoup moins. Vous me direz que c'était peut-être une réalité juste durant le premier confinement et que ce n'est plus le cas. Pourtant, aujourd'hui encore, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, les mercredis sont pris à 90% par des femmes pour le télétravail. J'entendais encore un collègue en rire dans l'ascenseur. Hors de question d'être en télétravail le mercredi, même durant les grèves de transport, il y a les enfants et ça fait du bruit. Et oui. Pourtant, les femmes, elles n'ont pas ce choix. Elles doivent continuer à gérer cette double activité et cela, et c'est ça qui est dramatique, continue à être une normalité. Vous me direz qu'on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais pas tant que ça, car il est justement question ici de la place du travail dans l'organisation de vie de chacun. Et le télétravail a justement engendré une porosité qui peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas correctement surveillée et correctement cadrée. D'où l'importance justement de la responsabilité des entreprises, que ce soit dans la mise en place, mais surtout dans la maîtrise de ces évolutions du travail. Et quand je dis des entreprises, il faut les comprendre dans leur ensemble, c'est-à-dire avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment des représentants du personnel et des représentants syndicaux. Qui mieux qu'eux, en effet, pour définir des règles qui permettent le bon équilibre entre des intérêts individuels et des intérêts collectifs. C'est la raison également pour laquelle je ne suis pas pour une application dogmatique de la semaine de 4 jours. Elle peut être une solution dans certaines entreprises pour certains métiers, mais certainement pas pour tous. Je suis par contre partisane de l'allongement du temps de repos et de la négociation individuelle dans les entreprises. La dernière loi sur les congés payés, on en parlait ce matin, date de 1982. Les années 1900, comme dirait mon fils. Sauf erreur, notre autre du jour n'était même pas né. 40 ans après, je pense qu'il est temps de passer à une 6e, voire une 7e semaine de congés payés. Certes, nous avons eu les 35 heures et les RTT, mais une nouvelle fois de façon très inégalitaire dans les entreprises. Car ici, une majorité de cadres dans les grandes structures ont eu, une nouvelle fois à travers la négociation collective quand même, accès à des jours de repos supplémentaires, ce n'est pas le cas des employés dans les TPE et les PME. Et quand je vois des offres d'emploi qui indiquent contrat 35 heures, 5 semaines de congés payés, heures sup payées, chouette, j'avoue que je tombe de ma chaise. C'est juste la loi. C'est donc ce qui devrait être la normalité et non pas l'exception. Et ça ne permet certainement pas de différencier deux entreprises d'un même secteur. Et on revient là au questionnement entre l'objet social et l'objet économique de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, avec Dominique Potier, nous avions travaillé sur un projet de loi sur la responsabilisation des entreprises. Cela devait aboutir à une modulation des cotisations patronales en fonction justement de l'impact sociétal de chacun. Cela aurait permis de valoriser simplement, uniformément, les entreprises soucieuses des salariés et de leur écosystème au sens large. Et nous le disions d'ailleurs sur la note sur le télétravail responsable. Le télétravail préfigure l'entreprise de demain, mais celle-ci se doit d'être attentive à ses impacts individuels et collectifs. Or, et c'est une réalité, selon la taille de son entreprise, un salarié n'a pas les mêmes droits réels, que ce soit en termes de formation, en termes de loisirs, en termes de congés donc, et en termes d'accès au télétravail. Et c'est ce qui freine l'attractivité des TPE et des PME qui ont pourtant un réel potentiel d'emploi local et donc non délocalisable.
Il faut donc leur permettre de jouer à armes égales, non pas contre, mais avec les grandes entreprises. On parle beaucoup de grandes démissions et de baisse de l'engagement. Ce n'est pas ce que je constate au quotidien en tant que DRH. Le travail tient toujours une place aussi importante, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les attentes vis-à-vis des entreprises sont importantes. Ce n'est pas une question de génération, c'est avant tout une question de choix. Il est vrai aussi que ce qui pouvait être accepté par le passé l'est un peu moins, et sincèrement tant mieux, il y a eu des dérives. En tout cas, une nouvelle fois, par ceux qui sont en situation de choix. Il est vrai aussi que les candidats ne choisissent pas simplement un poste ou un métier, mais également une entreprise, un collectif de travail, et qu'il est parfois, en tant que DRH, difficile de le matérialiser. C'est pour ça que je parle souvent d'engagement réciproque. Une entreprise qui s'implique pour ses collaborateurs a des collaborateurs impliqués, c'est basique. Une entreprise qui fait le strict minimum a du turnover. C'est une question de réciprocité et c'est une question d'équilibre. La dernière étude d'ailleurs de Dominique Méda l'a une nouvelle fois clairement montré. Que veulent les salariés? Je vais enfoncer une porte ouverte, mais déjà de vivre dignement de son travail. C'est quand même important. Et ensuite, de la reconnaissance, de l'engagement, un respect de leur expression et pouvoir participer activement au fonctionnement de l'entreprise. J'avais commencé à travailler il y a un peu plus d'une dizaine d'années sur le statut d'auto-entrepreneur qu'on nous vantait alors comme une évolution très vertueuse. Magique, on pouvait travailler sans les contraintes et le lien de subordination lié au contrat de travail. J'avais alerté alors sur les dérives, les différentes actions prud'homales nous ont quand même donné raison sur la durée. Il faut en effet arrêter d'employer des jolis mots pour décrire une réalité qui l'est beaucoup moins. Prenons l'exemple également des slasheurs, autre évolution du mode de travail. Le slasher peut tout à fait être une évolution très positive quant à salarié à une activité secondaire. On va prendre l'exemple récent d'un ministre de l'économie qui a priori a beaucoup de temps et qui peut écrire des romans roses. Merci. Un slasher est justement une personne qui va cumuler un emploi. Et donc la réalité, elle est quand même beaucoup moins rose, justement, quand c'est un ouvrier qui, après ses 35 heures, doit se faire des ménages. Parce que ça, c'est juste du cumul d'activités pour essayer de survivre et de vivre dignement de son travail. La reprise de l'emploi, elle est là. Sincèrement, tant mieux, on en est tous contents. Mais justement, regardons un petit peu plus les petites lignes et on verra que cette performance, et on en a parlé tout à l'heure, repose essentiellement sur une explosion de quoi? Des contrats précaires, mal payés et surtout une augmentation des radiations des salariés qui sont en catégorie A. Car ce sont ces demandeurs qui sont les plus, en effet, en chute. Et 2 fois plus marqués pour les plus de 50 ans, on a oublié d'en parler, mais aujourd'hui, ils vont devoir continuer à cotiser, entre guillemets, non pas pendant 5 ans, non pas pendant 10 ans, pendant 14 ans pour essayer d'atteindre une retraite qui, elle-même, forcément, sera indigne, puisque liée à leur cotisation. J'insiste sur ce point parce que c'est justement un nouvel exemple de la relation travail-emploi qui s'est particulièrement dégradée sous les derniers quinquennats. Je vais conclure sur un point. On parle souvent du travail comme étant moins considéré en France. C'est faux. L'explosion des burn-out et des bore-out le montre au quotidien. Au contraire, la société et donc les citoyens sont en fait plus rapides que les entreprises et les politiques. Et le désir de voir le travail prendre une nouvelle place ne doit pas être interprété comme un simple signe d'une aspiration au loisir ou d'une inappétence pour celui-là. C'est plutôt pour moi l'expression d'un dysfonctionnement de certaines strates de la sphère du travail et notamment autour des conditions de travail dont on a parlé. Mais c'est surtout une intention positive de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Merci. Je vous remercie d'avoir parlé de l'auto-entrepreneuriat et des slashers parce que quand on pratique le monde du travail au quotidien, on se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Alors, Madame Danielle Linhart, vous êtes sociologue du travail et directrice émérite de recherche au CNRS. Vous avez notamment étudié l'évolution contemporaine du Fordisme et du Taylorisme. Alors peut-être, après avoir entendu toutes ces interventions, vous allez peut-être nous dire quelles nouvelles valeurs on pourrait aujourd'hui donner au travail.
c'est une question très vaste et très globale. Non, mais en écoutant tout le monde, je me disais, on a tendance à penser de quelle manière on peut dégager un temps libre de qualité. Et je repensais à la période où Henry Ford introduisait les chaînes de montage, et lui pensait comment est-ce que le temps libre peut aider à une meilleure productivité. Comment est-ce qu'il peut déclencher un temps de travail plus utile. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il avait beaucoup augmenté les salaires, les tarifs pour que les ouvriers acceptent de continuer à travailler sur ces chaînes de montage. Mais il avait dit, je veux en avoir pour mon argent, donc je vais mettre sur pied un corps d'inspecteurs qui vont aller vérifier au domicile privé des ouvriers s'ils vivaient dans des conditions propices aux efforts qu'ils doivent fournir sur les chaînes de montage. Et donc, notamment, ils payaient moins les ouvriers qui n'étaient pas mariés parce qu'ils n'étaient pas contrôlés par leurs épouses. Et donc, ils étaient supposés aller courir les filles dans les bistrots d'à côté. Et Ford écrivait, ils vont m'arriver fatigués sur mes chaînes de montage. Et il n'en est pas question, je ne les payerai que $3 et pas 5. Et pour les autres qui étaient mariés, on demandait à madame d'entretenir le logement, d'assurer une bonne hygiène, et puis on donnait des conseils nutritionnistes. Et ça rappelle vraiment beaucoup, me semble-t-il, ce qui se passe actuellement dans les grandes entreprises, où on a des numéros verts de psy, on propose des séances de massage, de méditation, on propose même des montres pour que les gens puissent calculer le nombre de pas qu'ils font dans la journée, pour qu'ils considèrent puissent considérer la qualité de leur sommeil, etc. Donc il y a vraiment une intrusion sur la vie personnelle, la vie privée des gens, de manière à ce qu'ils soient aptes à donner toute leur énergie et déployer leurs compétences de la meilleure manière sur le lieu de leur travail. Alors ça, c'est un point important à mon avis, c'est qu'il y a une utilisation, une instrumentalisation du temps libre par les directions d'entreprise sur lesquelles, à mon avis, il faut avoir un œil vigilant. Deuxième point, c'est qu'on oublie beaucoup aussi que la qualité du temps libre elle-même est très dépendante de la qualité du travail. Selon la manière dont on travaille, on peut être bien ou pas bien pendant son temps hors travail. Et on sait par exemple que lorsqu'il y a des suicides au travail et que les directions plaident en disant oui, mais cette personne, elle était isolée, elle était toute seule, elle n'allait pas bien, si on refait un petit peu l'historique, on s'aperçoit que cette personne n'allait pas bien parce qu'elle avait des problèmes au travail et qu'en étant obsédée par ces problèmes au travail, elle a créé le vide autour d'elle, fait partir le conjoint ou la conjointe, les amis et le fuyer, etc. Et donc on s'aperçoit qu'il y a véritablement une très forte coloration du temps libre par ce qu'on vit au travail. Alors qu'est-ce qu'on vit au travail ? Je vais essayer de le dire de façon très rapide parce que mon point de vue, c'est que, mais il a été un peu évoqué là et je trouve ça intéressant, on doit s'occuper prioritairement de l'organisation du travail. Parce que si on considère que travailler moins, ça permet de vivre mieux, on fait une erreur. Parce que si on travaille moins, mais on continue à faire un travail qui est délétère, qui est maltraitant, eh bien on ne vivra pas mieux. Donc il faut absolument porter l'attention sur l'organisation du travail, ce qui n'a pas été fait malheureusement jusqu'ici, parce que ni les partis politiques, ni les organisations syndicales n'ont véritablement pris à bras-le-corps cette question de l'organisation du travail, qui est très difficile, effectivement, à saisir, mais qui est totalement déterminante. Alors, de quoi s'aperçoit-on ? La modernisation managériale, elle a conduit à des situations de travail qui sont complètement épouvantables. Dans une majorité, peut-être pas majorité, mais dans un nombre de cas extrêmement importantes, on voit comment les travailleurs sont pris dans des contradictions, des tensions absolument insupportables, alors que, comme il a été dit, ce ne sont pas des paresseux, loin de là. Il y a une qualité d'engagement au travail qui est très spécifique à la France et qui le reste. On parle d'ailleurs de logique de l'honneur, comme le dit Diribarne dans ses travaux, parce que les salariés français, les travailleurs français veulent se reconnaître dans leur travail et être reconnus dans leur travail. Donc c'est quelque chose de très important. Mais la modernisation managériale, elle a consisté premièrement en réaction à mai 68. C'est de là qu'est partie la modernisation managériale.
casser les collectifs de travail qui ont pu entretenir la résistance et la mobilisation qui ont abouti à 3 semaines de grève générale. Donc, promouvoir, ça a été un des premiers piliers de la modernisation, promouvoir l'individualisation systématique des salariés en prétendant répondre aux aspirations qui s'étaient manifestées en mai 68. Nous voulons de la reconnaissance, de la dignité, de la liberté et de l'autonomie. Oui, a dit le patronat, nous allons vous la donner, mais évidemment, ça passe par une individualisation systématique. Et on va voir se mettre en place ce qui va devenir une personnalisation de la relation de chacun à son travail, avec des objectifs personnalisés, des évaluations personnalisées. Et j'ai pu, dans mes enquêtes, voir sur des chaînes de montage des opérateurs qui étaient affublés d'objectifs personnalisés, d'évaluations personnalisées. Donc tout cela qui va mettre en concurrence les salariés les uns avec les autres, puisqu'ils vont être évalués différemment. On sort de l'équation à travail égal, salaire égal, et donc du sentiment de partager un destin commun, et chacun va poursuivre son destin individuel et personnel dans l'entreprise, et cette personnalisation va devenir encore plus, elle va devenir psychologisation, c'est-à-dire qu'on va demander à chacun de manifester ce qu'il est, non pas en tant que professionnel, mais en tant qu'individu, avec son affect, ses émotions, son intuition, sa résilience, sa capacité de sortir de la zone de confort, enfin de grandir avec l'entreprise, de déployer ses compétences, etc. Donc on attise les dimensions à la fois de compétition et en même temps les dimensions narcissiques de chacun. On les attise, on leur promet qu'ils vont être heureux s'ils relèvent les défis, ils vont se révéler à eux-mêmes en même temps qu'ils vont se révéler à la hiérarchie. Mais cette dimension nouvelle va venir se fracasser contre la deuxième dimension qui est précisément l'organisation du travail, qui reste conduite selon la philosophie taylorienne. C'est-à-dire que la philosophie taylorienne qui disait le savoir, c'est du pouvoir, il ne faut pas en laisser aux salariés, bien, il a mis en place, donc le patronat a mis en place dans ce cadre moderne une forme d'organisation du travail pensée par d'autres, par des grands spécialistes dans des cabinets internationaux qui vont développer des procédures, des protocoles, des process, des reportings, des codifications véhiculées par les logiciels et qui vont enfermer, piéger les salariés dans un travail donc complètement prescrit et pensé par d'autres. Donc voilà, on est déjà dans une tension extrêmement forte où on demande aux gens réalisez vos aspirations, révélez qui vous êtes, mais dans le cadre d'un travail pensé par d'autres et qui vous est imposé. Donc là, déjà, c'est une tension, une douleur, une souffrance, une maltraitance des salariés qui sont déboussolés, et ils le seront d'autant plus, et ça a été évoqué tout à l'heure, qu'il y a une pratique du changement permanent qui vise à attaquer les savoirs aussi, parce que ça permet de mettre les savoirs en obsolescence. Quand on change tout le temps, les vrais professionnels ne peuvent plus faire confiance à leur expérience, à leur savoir, à leur connaissance, et ils sont déboussolés, ils sont ballottés, ils sont réduits au rang d'apprentis à vie. Voilà, ils ont tout le temps à tenter de reconquérir une maîtrise cognitive du contenu et de l'environnement de leur travail. C'est ça qui crée du burn-out, parce qu'il faut faire des efforts, dépenser une énergie énorme pour pouvoir comprendre à nouveau et maîtriser cognitivement le contenu de son travail, l'environnement de son travail, tout en sachant que tout va rebouger dans 3 ou 4 ans, tout va rechanger encore. C'est comme les travaux de Sisyphe. Et donc, ne peuvent plus, ces travailleurs, se faire confiance à eux-mêmes, parce que tout ce qu'ils savaient, toute leur expérience, elle est mise en obsolescence. Et donc, ça développe non seulement un épuisement, mais en plus une dévalorisation de l'image de soi. On n'est plus le bon professionnel qu'on voudrait être. Et c'est ça qui crée beaucoup de burn-out et de souffrance, parce que cette accélération temporelle qui a été bien décrite tout à l'heure, elle bouscule tous les repères. Plus personne n'est capable de travailler de façon sereine. Et ça, c'est la réalité du quotidien. On n'est pas à l'abri de faire des fautes. On nous raconte par exemple que les soignants qui sortent des hôpitaux, ils ont 1 heure, un peu d'angoisse à la maison parce qu'ils ont peur d'un coup de fil qui leur dira « tu t'es trompé, à cause de toi, il y a un patient qui est en train de mourir ». Donc voilà, on ne maîtrise plus rien. On est totalement dans un sentiment de dépendance, d'irresponsabilité qui est confirmé par le lien de subordination qui clôt complètement, parfaitement les situations de travail et qui correspond, me semble-t-il, à une véritable assurance vie
pour les directions. Elles sont certaines qu'avec la subordination, nul ne pourra contester, critiquer, se permettre de vouloir imposer un point de vue de professionnel, de travailleur expérimenté sur son travail. Donc on est dans une situation qui, et je vais terminer là-dessus, parce que je ne veux pas être trop longue, il me semble que ça explique bien ce que nous vivons maintenant à l'heure de la mobilisation contre le report de l'âge de départ en retraite, parce que ce sentiment d'être dépendant, d'être impuissant dans le travail va être exacerbé, exaspéré par l'idée, nous décidons que vous allez le faire pendant 2 ans de plus. Et ce qui redouble non seulement le sentiment d'impuissance, mais le sentiment de destin funeste. Et les gens font l'expérience qu'ils sont dépendants, impuissants, subordonnés dans le cadre du travail, mais ils le sont aussi en tant que citoyens, parce qu'ils ne sont pas entendus et parce qu'avec le 49.3, on peut balayer une partie du jeu démocratique. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que cette mobilisation en termes de retraite permet aux individus de retrouver un sentiment de pouvoir d'agir, comme disent certains, d'être là, comme ils le disent. On est là, voilà, et on va peser sur le destin des choses. Voilà.